Depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, un nouvel ordre mondial est en train d'émerger, marqué par l'ascension fulgurante des BRICS qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Afrique a des atouts incontestables pour se faire une place dans le nouvel ordre mondial et plusieurs cartes à jouer, notamment énergétiques, mais surtout son potentiel humain. Les 23 et 24 juin à Pékin, les BRICS inaugurent un retour en force sur la scène internationale, ouvrant la porte à de nouvelles adhésions, dont des pays africains comme l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria qui sont de potentiels futurs membres. Le monde unipolaire, dirigé par les États-Unis depuis la chute de l'Union soviétique en 1991, est-il définitivement enterré, notamment depuis le début de l'opération russe en Ukraine et l'émergence des BRICS? Dans le contexte de cette nouvelle architecture mondiale, l'Afrique peut-elle prendre le train de l'indépendance et du développement vu de ses richesses en hydrocarbures? Réponse avec Abdelrahman Haj Nasser, banquier international d'affaires, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ancien conseiller de feu le président algérien Chadli Benjedid. Depuis la nuit des temps, celui qui contrôle la route contrôle, on va dire, le monde. Et donc, ces 4 derniers siècles, la puissance anglaise qui a régné à peu près jusqu'à hier, pour simplifier, était basée sur le contrôle des mers. Que le contrôle des mers des Anglais directement ou de leur filiale américaine est secondaire. Mais ils ont contrôlé les mers et les routes maritimes. Donc ils ont contrôlé l'énergie. Comme ils ont contrôlé toutes les matières premières. Et beaucoup de guerres se sont organisées pour éviter que des puissances émergentes contournent la mer. Par exemple, 1871 est lié au projet allemand qui était le chemin de fer Berlin-Bagdad. Pour accéder directement au pétrole, il fallait obligatoirement passer par la mer. 1914 comme 1939 étaient des guerres liées à l'impossibilité pour les Anglais d'accepter que l'Allemagne devienne une puissance mondiale qui accède directement aux ressources sans passer par eux. Nous avons aussi la guerre de l'Ukraine qui est une guerre qui consistait à éviter que la Russie se marie d'une certaine façon à l'Europe devenue allemande directement, c'est-à-dire l'accès au sous-sol pour l'Europe occidentale et l'accès au marché pour la Russie. Pas uniquement le marché pour les matières premières, la Russie est quand même un pays développé. Donc on voit très très bien le lien entre le contrôle des routes et la puissance. Par ailleurs, nous avons aujourd'hui le constat de ce qu'on appelle la route de la soie d'aujourd'hui, qui est le fait de la Chine qui a organisé des routes à l'intérieur des terres. Et donc nous retrouvons à travers la conception des routes, qu'elles soient continentales ou qu'elles soient maritimes, une vieille guerre entre les puissances maritimes et les puissances continentales. Et d'ailleurs, on oublie que la puissance de la régence d'Alger, qui était très très autonome, était liée au contrôle de la route méditerranéenne, mais aussi à la garantie de la stabilité, de la sécurité de ces routes. Et la puissance d'Alger était sa capacité à fournir un service qui était la gestion des routes, la sécurité des transactions. Et juste pour terminer, la route transsaharienne algérienne, elle a plus de 1000 ans d'âge. Parce que déjà à l'époque, à peu près il y a 1000 ans, la puissance d'alors avait très bien compris qu'il fallait sécuriser la route nord-sud, mais aussi la route est-ouest. La route nord-sud menait vers à peu près l'équivalent du Nigeria, d'aujourd'hui, c'est-à-dire les républiques de Kano, etc., ou les sultanats de Kano, pardon, pour être plus juste, mais aussi est-ouest, entre la Mauritanie et le Tchad. La gestion par les tribus zénates de ces routes nord-sud et des routes est-ouest permettait d'assurer la domination de ce qu'on appelait antérieurement la Numidie et puis plus tard les régions islamo-berbéro-musulmanes, on peut dire. Voilà.
Donc c'est une vieille histoire et c'est normal. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que la réactivation ou la modernisation de la définition des grandes routes. Alors évidemment, quand on voit bien ce que c'est que les BRICS, alors la définition des BRICS, c'est comment contourner la mainmise des anglo-saxons sur les grandes routes. Et ce contournement passe par un maillage international, un minimum de solidarité entre des puissances émergentes par l'économie ou par d'autres moyens, une solidarité qui permettrait de faire face à cette capacité, on va dire, négative de la part de l'Empire anglo-saxon d'intervenir à chaque fois que de besoin pour casser toute émergence. La Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. C'est un maillage intéressant parce qu'il y a l'Amérique latine, il y a l'Afrique, il y a bien sûr les deux grands mastodontes indiens, il y a la vieille puissance russe. À partir du moment où ces BRICS ont réussi à s'installer dans le paysage, la question était de comment élargir cette solidarité internationale, comment l'élargir géographiquement. Alors, l'Algérie est un cas très intéressant parce que l'Algérie n'est pas une puissance émergente. Mais l'Algérie, c'est l'héritage de la nationale 1 ou l'héritage de cette route de l'époque, on va dire, ostémite, sophrite, etc. Et donc, cette route, non seulement elle va jusqu'au Nigeria de façon assez traditionnelle, hein, mais en plus, autour de cette route, il y a une armée puissante qui est l'armée algérienne. D'une certaine façon, quand on achète cette route, on achète l'armée avec elle. On achète l'armée algérienne, on achète cette route. Ce n'est pas un hasard si, dès le départ, il a été question d'en faire une quadruple autoroute. C'est un très vieux projet que de dire qu'il y aura du goudron, du rail, de la fibre optique et du gaz. Donc ça, c'est un vieux projet qui date des années 60, 70. J'ai eu la chance de travailler dessus lorsque j'étais au ministère du Plan moi-même, donc tout ça est très ancien. Et donc tout ceci est apparu comme une évidence aujourd'hui aux yeux de ceux qui essayent de maîtriser les routes internationales. Si aujourd'hui la puissance américaine est encore debout, c'est parce que la Chine et la Russie ne peuvent pas se permettre l'effondrement de l'économie occidentale. L'Europe est sur la voie d'une certaine forme d'effondrement, bien sûr, ne nous faisons pas d'illusions, ça ne se fait pas en un jour. Hein. Mais on a très bien vu qu'il a suffi de petites décisions pour que disons, la valeur du rouble soit multipliée par 4, qu'il y ait un problème au niveau de l'euro. Aujourd'hui, il y a un problème insoluble en Europe entre faut-il monter les taux d'intérêt pour protéger l'économie allemande ou le maintenir bas pour protéger l'économie italienne. Donc, il n'y a pas aujourd'hui cette capacité de maintien de l'ordre existant à un niveau central au niveau européen. Les Chinois ne peuvent pas tuer la bête qui les nourrit. De la même façon que les Américains ne peuvent pas trop faire la guerre à la Chine qui leur fournit leurs semi-produits et leurs produits finis. De la même façon que la Russie, les armes très sophistiquées, c'est le pays le plus autarcique de la planète, mais qui a de quoi fournir au monde entier les matières premières dont ils ont besoin. Donc là, nous avons affaire à trois pôles qui se tiennent un peu par la barbichette. Le point faible de tout ça, c'est l'Europe. Et le problème de l'Europe, c'est l'Allemagne. Bon, là, la question essentielle, c'est ça là, c'est que veut l'Allemagne? Est-ce qu'elle veut rester blottie, on va dire, dans le giron occidental, ou est-ce qu'elle veut prendre son indépendance et devenir un acteur? C'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Il en va de même en Asie en ce qui concerne le Japon. Est-ce que le Japon est capable de devenir un pays indépendant et de sortir du protectorat américain
et de créer un lien avec la Russie pour faire face, on va dire, à l'histoire difficile avec la Chine, c'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Mais fondamentalement, sur le plan monétaire, les jeux sont déjà faits. Je veux dire, c'est de l'intérêt de la Russie et de l'intérêt de la Chine de maintenir vivant encore le dollar. Donc c'est fini, on est dans la multipolarité. Et c'est pour ça que les BRICS sont importants, parce que les nouvelles tendances de la définition des moyens d'échange internationaux et de la monnaie de comptabilité, de la monnaie d'échange, ne sont pas définies. Sur quoi construit-on une monnaie? Sur une puissance d'intervention négative militaire comme aux États-Unis, puisque ce n'est pas lié à l'or ni à l'économie du pays, ou sur, on va dire, plutôt l'économie réelle. L'économie réelle, c'est quoi? C'est la capacité de production, mais aussi les ressources naturelles. Donc, il y a une tendance de définir la monnaie sur, on va dire, cette combinaison entre la capacité de produire et la capacité de fournir des ressources. Vous savez, c'est toujours c'est la politique qui prime sur tout. L'économie détermine, mais la politique conçoit. Ou le politique est l'œuvre, disons, d'une doctrine. Bon. Le problème d'Afrique du Nord, c'est exactement si vous voulez, l'échec par rapport à la question turque ou à la question persane. Les Persans se sont réveillés. On n'aime pas, c'est une puissance qui a des formes de maîtrise industrielle et technologique importantes, malgré la pression internationale, et qui a une vision, si ce n'est impériale, en tous les cas, de géographie élargie autour d'elle, sur tout ce qui est l'ancienne Grande Perse, en tous les cas le plateau persan. Ceux qui parlent persan, ça va jusqu'en Inde quand même. Nous avons à côté d'elle la puissance turque qui se réveille aussi avec des capacités industrielles, mais une vision au-delà du mot ottoman qui est un peu mal perçu, en tous les cas une vision géographique du plateau turc très élargie, avec un clin d'œil à l'ancien empire ottoman. Et donc, ce sont deux civilisations qui se réveillent avec des moyens. De l'autre côté du monde arabo-musulman, si on considère que le noyau central du monde arabo-musulman, ça reste le Golfe, le Cham, c'est-à-dire l'Irak, Syrie, Liban et aussi l'Égypte, nous avons de l'autre côté le plateau, appelons-le andalou ou numide, qui a été un acteur dans l'histoire toujours, tant qu'il était relativement uni. Celui-là ne se réveille pas parce que justement, il fait l'objet de divisions assez banales et classiques de la part des anciens empires européens qui gèrent toujours d'en diviser pour régner le divide and rule. Et donc, tant qu'on a cette logique un peu stupide des frontières imposées et qui fait que le Maroc et l'Algérie ont une vision étriquée de l'histoire et de la géographie, mais c'est le cas aussi de la Tunisie, c'est le cas aussi de la Libye, de la Mauritanie, qui sont persuadés que ce sont des frontières héritées et donc, comment dire, affigées éternellement. Et qui, donc, ces 5 pays n'arrivent pas à dépasser ces contradictions. Et on ne peut les dépasser qu'en agrandissant les territoires et non pas en le restreignant, ce territoire, à ce que nous ont donné les autres, pardon. Et donc, évidemment, face à l'Europe, face à toutes ces reconfigurations géographiques internationales, l'Afrique du Nord, elle n'existe pas. Aujourd'hui, il y a l'armée algérienne et la transsaharienne. Ça existe. Autour, on va dire, de cette chance liée à la position de contrôle des routes, devrait s'organiser un Maghreb élargi qui pourrait avoir son mot à dire dans le contexte international. Bon, donc nous avons la chance, en tant qu'Algériens, d'avoir la route et d'avoir une armée relativement solide, autour de laquelle
l'État algérien doit être construit. Mais c'est quoi un État? Revenons toujours à ce qui se passe en Perse et à ce qui se passe en Turquie. Il faut avoir des politiques industrielles, des politiques d'exploitation énergétique, des politiques d'intégration régionale, des politiques d'intégration avec l'Europe. Alors, nous avons la chance, pour nous, Algériens, d'avoir une Italie qui est un pays très industriel, avec lequel il est toujours possible de construire des formes d'intégration industrielle. Au-delà de l'Italie, il y a l'Allemagne. Et on voit bien que l'Allemagne a laissé des traces en Algérie sur le plan industriel qui sont intéressantes. Parce que tout ce qu'on a fait avec les Allemands, par exemple la base mécanique de Constantine, fonctionne toujours très bien. Alors que tout ce que nous avons fait avec les Français, et notamment à travers leurs grands bureaux d'ingénierie dans le domaine pétrolier et technique, ne marche pas. Bon, c'est pas parce que les Français ont une mauvaise technologie, parce que tout simplement, ça les intéressait pas de transférer. Pendant que les Allemands, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est le cas aussi avec les Italiens. Donc nous devons avoir, nous, plutôt une politique en tant qu'Algériens de pays à pays, non pas une politique vis-à-vis de l'Europe. L'Europe, c'est une bureaucratie. La Méditerranée est une frontière commune dans le sens où les Européens ont accès au sous-sol nord-africain. En contrepartie de la richesse nord-africaine, nous devons acheter européen. Je veux dire, tout ça est un peu lamentable. D'abord, vous avez cité l'exemple du gazoduc. Si ce gazoduc permet un essaimage autour de sa route, c'est-à-dire s'il y a un minimum de distribution de gaz, bien évidemment au Niger, mais aussi au Tchad, au Mali, dans les pays de la région, mais pas uniquement du gaz pour se chauffer, mais disons un peu d'industrialisation et puis par ailleurs des politiques industrielles pour fixer les populations. Alors évidemment, les BRICS, nous regardons d'un autre œil. Si nous continuons, nous, à être des fournisseurs de matières premières, les BRICS, nous regarderons quand nous aurons regardé les Européens. Dans le fond, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas s'attendre à ce que la Russie ou la Chine ou le Brésil pensent le développement à notre place. Parce que chaque pays a sa propre logique et son histoire. Je veux dire, nous ne pouvons pas importer de solutions toutes faites, y compris si elle est sud-africaine ou si elle est brésilienne. Dans le contexte algérien, si politiquement on ne comprend pas que nous devons passer par les assemblées communales et les tajmat, comme on les appelle chez nous, pour construire un échafaudage politique, on perdra du temps. Si on prend, pour ce qui concerne l'Algérie, les gens d'Aoulaf, les gens de Dardaya, les gens de Tamanrast, etc., et qu'on leur dise, comment on fait pour travailler, etc., avec tous les peuples de la région, ils sauront très bien expliquer comment. Si on passe par les bureaux d'études type, je ne sais pas, McKinsey, etc., on va détruire les capacités de travailler dans la région. Donc, c'est un enjeu fondamental. Honnêtement, je ne vois pas du côté de l'Afrique du Nord ni du côté de l'Afrique noire une capacité conceptuelle pour participer de l'élaboration des BRICS. Je ne vois pas. Je vois des projets nord-sud. Alors, je ne vois pas pourquoi, que ce soit avec les Chinois, les Russes, les Allemands ou les Italiens, au lieu de dire je vais vous fournir du gaz, je vais dire écoutez, la chaîne de valeur liée au gaz est la suivante. Il y a du gaz, il y a de la chimie lourde, il y a du GPL, il y a du condensat, et voilà ce qu'on en fait, etc. Je préfère exporter de la chimie lourde. Je préfère que la moitié de BASF ou la moitié de la Snam Progetti soit en Algérie. Idem pour les Chinois ou les Russes. Et bien au-delà. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi je ne fabrique pas les plastiques, puisque tout le monde utilise les plastiques et qu'on a cassé l'artisanat. Je ne vois pas pourquoi l'Afrique ne se lancerait pas là-dedans. Et tout le monde serait heureux. Je veux dire, on ne peut pas transférer toute la valeur en Europe et après demander à ce que les gendarmes gardent les Nord-Africains et les Subsahariens dans des camps de concentration et même de les tuer pour qu'ils n'immigrent pas. Ça n'a pas de sens, tout ça. Oui. Donc on peut définir
des nouvelles politiques industrielles et un nouveau partage de la chaîne de valeur. Et ça devrait ça devrait presque être la définition des BRICS. Si les BRICS veulent être différents de l'ancien ordre impérialiste anglo-saxon, il faudrait qu'ils définissent ce type de logique. On ne le voit pas chez les Chinois. Les Chinois, sur ce plan-là, ne transfèrent rien. Mais c'est le cas de la Russie. La Russie nous vend des armes, mais est-ce qu'on en fabrique? Non. Je ne vois pas d'utilité, moi, honnêtement. Cela étant, ce n'est pas à eux de nous imposer la fabrication, c'est à nous d'imposer et d'aller voler la technologie. C'est logique, ça.